Une jeune fille terrifiée est sortie du brouillard en criant que sa mère était pendue à un arbre, arrêtant net un convoi de voitures de luxe noires. Elle ne savait pas qu'elle avait alerté Ramon Ortega, un impitoyable baron du crime. Mais au lieu de s'enfuir, il a conduit ses hommes de main dans les bois pour descendre la femme. Maintenant, les hommes qui ont torturé cette famille sont sur le point d'apprendre que la forêt a un nouveau prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton S'abonner pour ne rien manquer de la suite. J'ai une autre histoire inoubliable à vous raconter demain. Et pendant que vous êtes ici, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire d'où vous nous regardez. J'adore voir notre communauté s'étendre aux quatre coins du monde. Bon, revenons à notre histoire. Ce matin-là, le brouillard était bas, roulant sur la route forestière comme s'il avait un but précis. Il engloutissait la chaussée dans d'épaisses vagues grises, étouffant les sons et transformant les pins imposants en silhouettes sombres qui semblaient observer ou dormir. L'air avait un goût de terre humide et de mousse, assez froid pour piquer les poumons. Rien ne bougeait, rien ne faisait de bruit jusqu'à ce qu'elle apparaisse. La petite fille s'est matérialisée dans la brume comme un fantôme prenant forme. Sa robe rose poussiéreuse était déchirée et maculée de boue, qui semblait presque noire dans la pénombre. Elle courait pieds nus au milieu de la route. Ses bras bougeaient frénétiquement. Son souffle était saccadé et s'échappait de sa poitrine. Elle ne faisait pas de jogging. Elle ne jouait pas. Elle courait pour sauver sa vie. Ses pieds claquaient contre l'asphalte humide, laissant des empreintes sanglantes qui disparaissaient dans le brouillard derrière elle. Ses cheveux noirs pendaient en mèches emmêlées sur son visage. Et lorsqu'elle trébuchait, elle se rattrapait avec ses mains tremblantes avant de se redresser. Le bruit résonnait comme un coup de feu dans ce silence. Elle courut jusqu'à ce qu'elle les voie. Deux voitures de luxe noires étaient garées en formation sur les deux voies, leur moteur tournant au ralenti avec le ronronnement profond des machines coûteuses. Elles bloquaient complètement la route, comme si elles attendaient quelque chose ou quelqu'un. Le chrome brillait à travers la brume. Les vitres teintées ne reflétaient rien d'autre que du gris. Les véhicules semblaient avoir été sculptés dans l'ombre et l'acier. La petite fille n'hésita pas. Elle ne ralentit pas. Elle courut droit vers elle, sa voix déchirant le silence du matin. Au secours. Le mot jaillit de sa gorge, rauque et désespéré. S'il vous plaît, aidez-moi. La porte de la voiture de tête s'ouvrit. Un homme en sortit avec la grâce nonchalante de quelqu'un habitué à contrôler. Il était grand, large d'épaules, vêtu d'un costume noir et d'une chemise noire sans cravate. La veste de son costume était ouverte, révélant des tatouages complexes qui couvraient sa poitrine et remontaient jusqu'à son cou, formant des motifs audacieux, des symboles et des inscriptions qui racontaient des histoires que la plupart des gens ne voudraient pas lire. D'autres tatouages ornaient ses deux mains, visibles même de loin. Ses cheveux noirs étaient lissés en arrière, son visage impassible et indéchiffrable. Il avait l'air dangereux, comme le sont souvent les objets de luxe. Il s'appelait Ramon Ortega, et dans certains cercles, ce nom avait un poids qui pouvait broyer des os. Derrière lui, deux autres portes de voiture s'ouvrirent dans un silence synchronisé. Trois hommes en sortirent, tous vêtus de costumes sombres, de chemises blanches et de cravates, se déplaçant avec la même précision disciplinée. Ils se dispersèrent naturellement, les mains posées près de leurs armes dissimulées, les yeux scrutant les arbres étouffés par le brouillard, avec la vigilance exercée des soldats. Ce n'étaient pas des gardes du corps. Ils étaient le prolongement de la volonté de Ramon. La petite fille trébucha vers Ramon, ses jambes finissant par la trahir. Elle s'effondra à genoux à 1 mètre de ses chaussures cirées. De la boue éclaboussant le trottoir, elle tendit les mains vers lui, les doigts recourbés comme des griffes. Ils ont pendu ma mère à un arbre, sanglota-t-elle, les mots s'échappant entre deux halètements. S'il vous plaît, vous devez la sauver. S'il vous plaît. Ramon la regarda sans bouger. Son expression ne changea pas. Il ne s'agenouilla pas. Il ne tendit pas la main. Il se contenta de l'observer de ses yeux sombres qui ne manquaient rien. La corde brûlait, encerclant ses poignets fins comme des bracelets brutaux. Son corps tout entier tremblait d'épuisement et de terreur. Ses ongles étaient sales à force d'avoir griffé quelque chose. Ou quelqu'un. L'un de ces hommes s'avança. « Patron !» Ramon leva une main. Le silence se fit instantanément. Les sanglots de la petite fille remplirent le vide, désespérés et brisés.
S'il vous plaît, murmura-t-elle, la voix cassée. Elle est toujours là. Ils l'ont laissée pendue. S'il vous plaît. Ramon pencha légèrement de la tête, toujours en la regardant, calculant, analysant. L'enfant n'était pas hystérique, elle était traumatisée. Il y avait une différence. Il en avait vu suffisamment pour savoir où. Sa voix était calme, contrôlée, dénuée de toute émotion. La fillette leva une main tremblante et désigna la forêt, un mur d'arbres qui disparaissait dans un brouillard si épais qu'il semblait solide. Là-bas, pas loin, j'ai couru. J'ai couru très vite, sa voix se brisa complètement. Elle se plia en deux, pressant son front boueux contre le trottoir froid. Raoné jeta un coup d'œil à ses hommes. Aucun mot ne fut prononcé. Ce n'était pas nécessaire. Les moteurs s'éteignirent un à un. Les portières des voitures se refermèrent avec un dernier clic discret. Les trois hommes se placèrent en formation autour de Ramon sans qu'on leur dise quoi que ce soit. Leurs mains reposaient désormais ouvertement sur les armes dissimulées sous leur veste. Ramon regarda à nouveau l'enfant. « Lève-toi. » La fillette se releva péniblement, vacillant dangereusement. Ramon la saisit par le coude, sans douceur mais sans brutalité non plus, et la stabilisa. Elle le regarda fixement de ses grands yeux rougis qui exprimaient plus d'espoir qu'un enfant ne devrait jamais en placer en un étranger, surtout un étranger comme lui. « Tu nous guides, » dit simplement Ramon. « Nous te suivons, » acquiesça frénétiquement la fillette, se tournant déjà vers la forêt. Elle fit 3 pas avant que ses jambes ne se dérobent à nouveau. Cette fois, Ramon n'attendit pas. Il la souleva sans effort et la plaça contre lui d'un seul bras. Elle ne pesait presque rien. « Tiens-toi bien, » dit-il. « Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. » Elle enroula ses bras autour de son cou et enfouit son visage contre son épaule. Il sentit ses larmes imprégner sa veste de costume coûteuse. Il n'y prêta pas attention. Ramon se dirigea vers l'arbre, ses hommes se plaçant en formation tactique autour de lui. Un devant, 2 sur les flancs. Ils entrèrent dans la forêt en une seule unité, immédiatement engloutis par le brouillard et l'ombre. Le sentier que la fille leur indiquait était à peine visible, ressemblant davantage à un chemin emprunté par les animaux qu'à une route humaine, dit Murphy. Les branches griffaient leurs costumes. Les racines tentaient de les faire trébucher. Le brouillard s'épaississait, les enveloppant comme une créature vivante et curieuse. La température baissa de 10 degrés en quelques pas. Ramon sentait le cœur de l'enfant battre à tout rompre contre sa poitrine. Une percussion frénétique qui correspondait à la tension croissante dans l'air. Ces hommes avançaient silencieusement, armes à la main, le regard vif. Ils connaissaient cette sensation. Ils avaient déjà été pris en embuscade, mais cette fois-ci, c'était différent. Cela semblait plus lourd, plus inquiétant. La forêt s'ouvrit soudainement, les arbres s'écartant comme des rideaux révélant une scène. Une clairière s'étendait devant eux, circulaire et anormalement vide. Et en son centre se dressait un chêne massif, ancien et noueux, ses branches s'étendant largement comme un jugement. Suspendue à ses branches, se balançant légèrement dans une brise qui n'existait nulle part ailleurs, se trouvait une femme, cria la petite fille. L'expression de Ramon ne changea pas, mais il serra l'enfant plus fort dans ses bras et posa son autre main sur son arme. « Vérifiez, » dit-il calmement. L'un de ses hommes se précipita vers elle. Celui qui atteignit Helena Smith le premier s'appelait Victor, un ancien militaire dont les mains avaient une vue plus de violence que la plupart des gens ne pouvaient l'imaginer. Mais lorsqu'il posa 2 doigts sur le cou de la femme, cherchant son pouls sous sa peau froide, ses mêmes mains tremblèrent. « Elle est vivante », répondit-il d'une voix à peine audible. Ramon ne laissa pas transparaître le soulagement qui aurait dû suivre ces mots. Le soulagement était un luxe. L'action était une nécessité. Il changea Maria de position dans ses bras, détournant son visage de la vue de sa mère pendue mollement aux cordes. « Ne regarde pas, » dit-il calmement. Ce n'était pas un réconfort, c'était un ordre. Maria enfouit son visage plus profondément dans son épaule, son petit corps tremblant de sanglots qui n'avaient plus aucun son. Elle avait crié jusqu'à en être épuisée. Les 2 autres hommes de Ramon agirent avec une précision immédiate. L'un d'eux, Diego, sortit un couteau tactique de sa ceinture et commença à escalader l'arbre avec l'efficacité de quelqu'un qui avait déjà effectué des ascensions plus difficiles dans des conditions pires. L'autre, Matteo, se positionna sous Helena, les bras levés, prêt à rattraper son poids dès que les cordes seraient coupées. Raoné les regardait travailler, son esprit déjà 3 coups d'avance.
Celui qui avait fait cela n'était pas loin. Les brûlures de cordes sur les poignettes de Maria signifiaient qu'elle avait été attachée. La boue fraîche sur sa robe signifiait qu'elle était tombée plusieurs fois en courant. La terreur dans ses yeux signifiait que les hommes qui avaient pendu sa mère étaient du genre à faire des exemples, pas à proférer des menaces en l'air. Ils étaient encore proches. Ils devaient l'être. Depuis combien de temps? Demanda Ramon à Maria d'une voix basse et calme. La jeune fille leva légèrement la tête, le visage baigné de larmes et empreint de confusion. Quoi? Depuis combien de temps sont-ils partis? Le regard de Maria se perdit dans le lointain, essayant de calculer le temps écoulé depuis le traumatisme. Je... je ne sais pas. Pas longtemps. Peut-être. Peut-être qu'ils sont encore... Sa voix se brisa. Ils ont dit qu'ils reviendraient. Ils ont dit que si quelqu'un essayait de les aider, ils... Ramon l'interrompit d'un ton neutre et définitif. Il n'a pas donné d'explication. Il n'avait pas besoin de le faire. Au-dessus d'eux, le couteau de Diego sectionna la corde épaisse avec une minutie délibérée. « C'est prêt! » cria-t-il à Matteo. « Vas-y. » La corde se rompit dans un bruit semblable à un soupir. Le corps d'Elena tomba et Matteo la rattrapa avec une douceur surprenante, la déposant immédiatement sur le sol humide. Victor fut à ses côtés en quelques secondes, vérifiant ses signes vitaux, évaluant les dommages avec des mains qui bougeaient comme celles d'un médecin, bien qu'elles appartenaient à un homme spécialisé dans le fait de causer du mal et non de le soigner. « Le pouls est faible mais régulier », rapporta Victor, ses doigts passant de son cou à ses poignets. Il examina les profondes brûlures causées par la corde qui avait entaillé la chair. Hypothermie possible. Choc, elle a besoin d'être hospitalisée. Pas d'hôpital, dit immédiatement Ramon. Les trois hommes le regardèrent. Ils savaient qu'il valait mieux ne pas poser de questions, mais le silence lui-même était une question. Ramon posa Maria doucement, gardant une main sur son épaule pour la stabiliser. Elle essaya immédiatement de courir vers sa mère, mais il la retint avec une fermeté tranquille. Pas encore. Laisse-les travailler. Mais elle est en vie parce que nous sommes arrivés à temps. Elle restera en vie si vous laissez mes hommes l'aider. Les yeux sombres de Ramon fixaient ceux de la jeune fille. Faites-moi confiance ou non. Mais si vous me faites confiance, écoutez-moi. Maria déglutit péniblement et acquiesça. Sa petite main agrippait la veste de Ramon si fort que ses jointures blanchissaient. Ramon sortit son téléphone de sa poche libre et composa le numéro sans regarder l'écran. L'appel fut pris dès la première sonnerie. « J'ai besoin d'une équipe médicale », dit-il d'une voix sèche et professionnelle. Femme, la trentaine. Exposition, corde, traumatisme, choc possible, emplacement discret. 20 minutes. Il fit une pause, écoutant. Non, pas la clinique. La maison sécurisée à Riverside. Centaur. Il raccrocha et rangea son téléphone dans sa poche, reportant son attention sur ses hommes. Diego était descendu de l'arbre et examinait les environs avec l'attention d'un prédateur, déchiffrant le sol de la forêt comme un livre écrit avec des feuilles remuées et des branches cassées. « Patron », appela-t-il doucement, « les traces sont fraîches. 3, peut-être 4 hommes, bottes lourdes, se dirigeant vers le nord-est. » Ramon serra les mâchoires de manière presque imperceptible. À quel point sont-elles fraîches? Diego s'accroupit, touchant le bord d'une empreinte de botte dans la terre molle. Quelques minutes, il pouvait encore être à moins d'un quart de mile. L'atmosphère dans la clairière changea. Les trois hommes sentirent le passage d'une opération de sauvetage à quelque chose de plus froid, de plus tranchant, quelque chose qu'ils connaissaient mieux que toute autre chose. Ramon baissa les yeux vers Maria. « Ta mère, comment s'appelle-t-elle? »« Elena, » murmura Maria. « Elena Smith. Elena va s'en sortir. Mes hommes prendront soin d'elle, mais j'ai besoin que tu restes ici avec Victor pendant que nous... » Non. Maria agrippa désespérément sa veste. « Ne me laisse pas, s'il te plaît. Ils reviendront, ils l'ont dit. Ils ne reviendront pas, » répéta Ramon. Et cette fois, il y avait quelque chose dans sa voix qui faisait passer cette promesse pour une condamnation à mort pour quelqu'un d'autre. Je vais m'en assurer. Il détacha doucement les doigts de Maria de sa veste et la guida vers Victor, qui avait retiré sa veste de costume et l'avait drapée sur le corps inconscient d'Elena. « Reste avec ta mère, » ordonna Ramon. « Victor vous protégera toutes les deux. Si quelqu'un d'autre que nous arrive, il s'en occupera.
Victor croisa le regard de Ramon et acquiesça d'un signe de tête. Sa main se posa sur l'arme dissimulée à sa hanche. Ramon se tourna vers Diego et Matteo. Aucun mot ne fut échangé. Ils n'en avaient pas besoin. Les trois hommes se dirigèrent d'un même pas vers le sentier nord-est, laissant Victor accroupi entre Maria et sa mère, tel un ange gardien en costume et armé. Maria les regarda disparaître dans le brouillard, la voix à peine audible. Où va-t-il? Victor vérifia à nouveau le pouls d'Elena, le visage soigneusement impassible. Envoyait un message. Quel genre de message? Victor resta silencieux pendant un long moment, à l'écoute de la forêt. Au loin, à travers le brouillard épais et les arbres centenaires, il crut entendre des voix crier, puis plus rien. Le genre permanent, dit-il finalement. Maria ne comprit pas tout à fait. Mais alors qu'elle se blottissait contre le corps inerte de sa mère, sentant la poitrine d'Elena se soulever et s'abaisser faiblement, une partie d'elle, celle qui avait couru pieds nus à travers un cauchemar et qui avait réussi à trouver exactement le bonhomme dangereux à qui faire confiance, comprit suffisamment. La forêt avait englouti Ramon Ortega et ses hommes comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais la forêt se souviendrait de ce qui allait suivre. Victor travaillait en silence, ses mains bougeant avec une efficacité acquise par l'expérience sur le corps froid d'Elena. Il avait vu pire, bien pire, mais le fait de trouver une femme pendue comme un panneau d'avertissement au milieu de nulle part lui fit serrer les mâchoires plus fort que d'habitude. Maria était assise contre lui, sa robe rose poussiéreuse encore humide de boue et de rosée matinale. Ses yeux étaient rivés sur le visage de sa mère. La peau d'Elena avait pris une teinte grisâtre qui la faisait ressembler davantage à un fantôme qu'à un être humain. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme irrégulier et superficiel qui déplaisait fortement à Victor. Va-t-elle se réveiller? La voix de Maria était faible, rauque à force d'avoir crié. Victor sortit une couverture tactique du sac qu'il portait toujours avec lui et l'étendit sur Elena, la bordant soigneusement autour de ses épaules. Elle se réveillera, mais pas encore. Son corps s'est éteint pour se protéger. Il essaie de récupérer. De quoi? Victor hésita. Comment expliquer à un enfant ce que le fait d'être suspendu à un arbre par les poignets pendant des heures fait subir au corps humain? La façon dont la circulation sanguine est coupée, comment les muscles hurlent, comment l'esprit se fracture sous le poids d'une telle agonie prolongée, causée par une peur intense pendant très longtemps, finit-il par dire. Maria acquiesça lentement, acceptant cette réponse car elle comprenait désormais intimement la peur. Elle l'avait vécue pendant des heures qui lui avaient semblé des années. Pourquoi ont-ils fait ça? Murmura-t-elle. Ma maman n'a fait de mal à personne. Elle travaille juste au restaurant. Elle m'emmène à l'école. Elle me lit des histoires avant de me coucher. Sa voix se brisa. Pourquoi quelqu'un l'aurait-il pendu à un arbre? Victor n'avait pas de bonne réponse à cette question. D'après son expérience, la cruauté n'avait rarement besoin d'autre justification que le simple fait que certains hommes aimaient exercer leur pouvoir sur ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Mais il ne pouvait pas dire cela à une enfant dont le monde venait d'être brisé. Certaines personnes sont brisées à l'intérieur, dit-il à la place, et les personnes brisées cassent des choses. Maria réfléchit à cela, ses petits doigts tordant le tissu de la veste de costume qui recouvrait encore sa mère. Monsieur Ortega est-il brisé? Victor haussa légèrement les sourcils. C'était une question plus perspicace qu'il ne l'avait prévu. Pourquoi cette question? Parce qu'il n'a pas souri, pas une seule fois, et ses yeux... Maria cherchait ses mots. Ils semblaient vides, comme s'il n'y avait personne à l'intérieur. Victor vérifia à nouveau le pouls d'Elena, toujours faible, toujours présent, et réfléchit à la réponse à donner. Ramon Ortega était beaucoup de choses. Dangereux, puissant, absolument impitoyable lorsque les circonstances l'exigeaient, mais brisé. C'était compliqué. Monsieur Ortega n'est pas vide, dit Victor avec précaution. Il est prudent. Il a vu beaucoup de choses horribles et il a fait ce qu'il fallait pour y survivre. Cela change une personne. Cela vous a-t-il changé? Victor croisa le regard de la petite fille et y vit une acuité que la survie avait aiguisée. Elle ne posait pas la question par politesse. Elle voulait sincèrement comprendre les hommes qui avaient surgi du brouillard pour sauver sa mère. Oui, admit-il, cela m'a changé, mais vous nous avez quand même aidés, oui. Alors, peut-être que M. Ortega n'est pas brisé. Peut-être qu'il est juste... Maria chercha le mot.
Prudent, comme vous l'avez dit. Victor faillit sourire. Presque. Peut-être. Un bruit retentit dans la forêt. Lointain mais distinct. Un cri, puis un autre. Le craquement indubitable de quelque chose qui pouvait être une branche cassée ou toute autre chose. Maria se raidit, sa main se tendant pour agripper le bras de Victor. « Qu'est-ce que c'était, Ramon ?» dit simplement Victor. Sa main se posa sur son arme, mais il ne la dégaina pas. Pas encore. Ses yeux scrutèrent les arbres, enregistrant chaque ombre, chaque mouvement dans le brouillard. Est-ce qu'il va bien? Il va bien. Comment le sais-tu? Parce que s'il n'allait pas bien, nous entendrions beaucoup plus de bruit. Un autre bruit se fit entendre à travers les arbres, cette fois-ci sans équivoque, une voix poussée par la douleur ou la peur, brusquement interrompue. Puis le silence revint comme de l'eau remplissant un vide. La respiration de Maria s'accéléra. Ils font du mal à quelqu'un. Oui, les hommes qui ont fait du mal à ma mère, oui. Maria resta silencieuse pendant un long moment, digérant cette information. Victor s'attendait à des larmes, à de la peur, ou peut-être à une confusion morale face à la violence répondant à la violence. Au lieu de cela, la voix de la petite fille était froide et monocorde, ce qui la faisait paraître beaucoup plus âgée que son âge. « Bien. » Victor la regarda, surpris par la fermeté de ce simple mot. Maria fixait le brouillard où Ramon et les autres avaient disparu. Elle avait la mâchoire serrée et le regard dur. Ils ont pendu ma mère à un arbre comme si elle était un déchet. Maria continua, la voix tremblante mais pas de peur, de rage. Ils m'ont attaché et m'ont forcé à regarder. Ils riaient. L'un d'eux dit, elle s'interrompit, déglutissant péniblement. Il dit que personne ne s'en soucierait, que les gens comme nous n'avaient aucune importance. Victor serra son arme dans sa main. Qu'ont-ils dit d'autre? Maria secoua la tête. Je ne me souviens pas de tout. Ils étaient 4. Ils portaient des masques, mais je pouvais voir leurs yeux. L'un d'eux avait un tatouage sur la main, un serpent qui se mordait la queue. Un autre sentait la cigarette et quelque chose de sucré, comme de l'eau de Cologne, mais en moins agréable. Victor enregistra automatiquement ces détails. Ramon en aurait besoin plus tard. S'il restait quelque chose à identifier. Ils ont dit qu'ils reviendraient demain pour vérifier, murmura Maria. Ils l'ont dit comme si c'était drôle, comme si ma mère pendue là était une blague. Ils ne reviendront pas, dit Victor. Et il y avait dans sa voix une certitude que même un enfant pouvait reconnaître comme une vérité absolue. À cause de M. Ortega. À cause de M. Ortega. Maria regarda le corps immobile de sa mère, le léger mouvement de sa poitrine, les marques de corde qui entouraient ses poignets comme des brûlures. Puis elle leva les yeux vers Victor, avec un regard qui avait vieilli d'une décennie en une seule matinée. « Je suis contente d'avoir couru vers lui, dit-elle doucement. Je suis contente de ne pas m'être enfuie. »« Ta mère aussi, répondit Victor, même si elle ne le sait pas encore. » Au loin, la forêt était devenue complètement silencieuse. Pas d'oiseaux, pas de vent, pas de voix, juste le silence lourd et plein d'attente d'un endroit où quelque chose d'irréversible venait de se produire. Victor regarda sa montre. 15 minutes s'étaient écoulées depuis le départ de Ramon. L'équipe médicale arriverait dans 5 minutes. Elena survivrait, Maria survivrait. Et quelque part dans le brouillard, 4 hommes apprenaient le prix de la cruauté. Le bruit d'un moteur déchira le silence de la forêt. Un silence profond, puissant, délibéré. Victor redressa brusquement la tête, son arme déjà à moitié sortie de son étui, avant de reconnaître le ronronnement caractéristique de la Mercedes de Ramon qui avançait sur le sentier étroit. « Restez baissés », ordonna-t-il à Maria, se plaçant entre elle et le véhicule qui approchait. Mais c'est Ramon qui émergea le premier du brouillard, marchant devant la voiture qui roulait lentement derrière lui. Son costume noir était impeccable, à l'exception de quelques feuilles accrochées à ses épaules. Son expression restait aussi indéchiffrable que jamais. Victor, qui travaillait avec lui depuis 7 ans, remarqua cependant une légère tension dans sa mâchoire et la façon dont ses jointures étaient crispées. Derrière lui, Diego conduisait tandis que Matteo était assis sur le siège passager. Les visages des 2 hommes étaient sculptés dans la pierre. Le regard de Ramon se posa immédiatement sur le corps immobile d'Elena, puis sur Maria, puis sur Victor. « Son état est stable, mais critique, » rapporta Victor. « Son pouls se renforce. Aucun signe d'hémorragie interne, mais elle a besoin de soins médicaux appropriés. » L'hypothermie s'installe. Ramon hocha une fois la tête, puis s'accroupit à côté de Maria.
La petite fille le regardait fixement, les yeux écarquillés, cherchant quelque chose sur son visage. Des réponses, des paroles rassurantes, la confirmation de ce qu'elle avait entendu au loin. Ta mère va être emmenée dans un endroit sûr, dit Ramon d'une voix calme mais claire. Les médecins vont s'occuper d'elle. Tu resteras avec elle tout le temps. Et ces hommes? Murmura Maria. Ramon soutint son regard. Ils ne dérangeront plus personne. La simplicité de cette affirmation, cette certitude absolue, fit légèrement baisser les épaules de Maria, comme si un poids qu'elle portait enfin avait été soulevé. Elle ne demanda pas comment. Elle ne demanda pas ce qui s'était passé. Certaines vérités n'avaient pas besoin d'être expliquées. Merci. Elle respira. Ramon se leva sans reconnaître sa gratitude. Il se mit déjà en mouvement pour aider Victor à soulever Elena. Ils travaillèrent en silence, de manière synchronisée. Ramon soutenait ses épaules tandis que Victor prenait ses jambes, la transférant avec précaution sur la banquette arrière de la Mercedes. Diego avait déjà étendu des couvertures supplémentaires sur le cuir, préparant une civière de fortune. Maria, monte, ordonna Ramon en tenant la porte ouverte. La jeune fille se précipita à l'intérieur, se positionnant immédiatement à côté de sa mère, une petite main serrant les doigts froids d'Elena. Ramon se glissa à côté d'elle, son imposante silhouette occupant tout l'espace restant. Victor s'installa sur le siège passager, avant tandis que Diego restait au volant. « Partez », dit simplement Ramon. La Mercedes recula avec une agilité surprenante sur le chemin étroit. Diego tenait fermement le volant malgré le terrain accidenté. Les branches frottaient contre les vitres comme des doigts squelettiques essayant de les retenir. Le brouillard était épais, rendant presque impossible de voir à plus de 3 mètres devant soi. Mais Diego avait déjà conduit sur des routes pires encore, dans des conditions pires encore. Ses yeux ne quittaient pas la route. À l'arrière, Ramon surveillait la respiration d'Elena, ses doigts posés légèrement sur son poignet pour suivre son pouls. Faible, mais présent, régulier. Le corps humain était remarquablement résistant quand on lui en donnait la chance. Maria l'observait avec une intensité qui aurait pu être gênante si Ramon s'était soucié du confort. « Êtes-vous médecin ?» demanda-t-elle. « Non, mais vous savez quoi faire. J'ai vu suffisamment de blessures pour savoir quand quelqu'un va survivre et ma mère va survivre. » Les yeux sombres de Ramon rencontrèrent les siens. Oui, la certitude contenue dans ce simple mot sembla ancrer quelque chose en Maria. Elle relâcha légèrement la main de sa mère. La panique qui l'avait poussée à avancer pendant des heures commençait enfin à s'estomper. La Mercedes quitta le chemin forestier et rejoignit la route principale. L'accélération fut douce et immédiate. Le brouillard s'éclaircit à mesure qu'il s'éloignait des bois. La lumière du matin luttait pour percer les nuages gris au-dessus de leur tête. « Heure d'arrivée prévue ?» demanda Ramon. « 12 minutes ?» répondit Diego en appuyant plus fort sur l'accélérateur. Le compteur de vitesse grimpait régulièrement. Victor sortit son téléphone et tapa rapidement. « Torres confirme que l'équipe médicale est en place. Bloc opératoire prêt si nécessaire. Approvisionnement en sang prêt. Bien. » Maria tourna la tête entre les deux hommes, analysant l'efficacité de leur communication. La façon dont ils bougeaient comme les pièces d'une seule machine. « Où allons-nous? »« Tu as dit pas à l'hôpital. »« Dans un endroit plus sûr, » répondit Ramon. « Un endroit où les hommes qui ont blessé ta mère n'ont aucun lien, aucune influence, aucun moyen de terminer ce qu'ils ont commencé. » Mais là, Maria hésita, jetant un coup d'œil vers la forêt qui disparaissait derrière eux. « Ils ne vont rien terminer, n'est-ce pas? » « Non. » Le mot resta suspendu dans l'air, aussi définitif qu'une porte qui se referme. La Mercedes avalait les kilomètres. Sa suspension luxueuse aplanissait les imperfections de la route, qui aurait secoué un véhicule moins performant. À l'intérieur, la respiration d'Elena commença à s'approfondir légèrement, le mécanisme de survie de son corps s'activant lentement maintenant qu'elle était au chaud, allongée et relativement en sécurité. « Elle a bougé, » dit soudain Maria, la voix pleine d'espoir. Ses doigts, je les ai sentis bouger. Victor se retourna sur son siège pour regarder. Un réflexe. Son système nerveux se remet en marche. C'est bon signe, mais elle ne se réveillait pas. Pas encore. Peut-être pas avant plusieurs heures. Son esprit a besoin de temps pour assimiler ce qui s'est passé. Parfois, le corps guérit plus vite que le cerveau ne le permet. Maria assimila ces informations, caressant la main de sa mère de petits cercles répétitifs avec son pouce. Se souviendra-t-elle de ce qu'ils ont fait? Probablement,
répondit Victor honnêtement. Mais les souvenirs s'estompent avec le temps, surtout quand on y survit. Je m'en souviendrai aussi, dit Maria doucement. Pour toujours, Ramon la regarda, l'expression indéchiffrable. Oui, tu t'en souviendras. Est-ce que c'est grave? Cela dépend de ce que tu fais de ce souvenir. Maria réfléchit à cela. Son jeune esprit travaillait sur des concepts que la plupart des enfants n'avaient jamais envisagés. Que dois-je en faire? Survivre. Devenir plus forte. Veiller à ce que personne n'ait plus jamais ce genre de pouvoir sur toi. Ce n'était pas du réconfort. Ce n'était pas de la thérapie. C'était le pragmatisme froid de quelqu'un qui comprenait que le traumatisme pouvait détruire ou forger. Et le choix, aussi injuste soit-il, appartenait en fin de compte aux survivants. Nous sommes arrivés, annonça Diego en s'engageant dans une allée privée bordée d'arbres qui menait à un vaste domaine caché derrière de hauts murs et des portes en fer qui s'ouvrirent automatiquement à leur approche. Une équipe médicale attendait à l'entrée, 3 personnes en blouse chirurgicale, un brancard prêt, des sacs d'équipement à la main. La Mercedes s'arrêta en douceur, les portes s'ouvrirent dans un ordre coordonné, et Elena Smith, toujours inconsciente mais respirant régulièrement, fut transférée entre des mains qui savaient exactement comment la ramener du bord du gouffre. Maria commença à suivre le brancard, mais la main de Ramon sur son épaule l'arrêta doucement. « Laisse-les travailler d'abord. 5 minutes. Ensuite, tu pourras rester avec elle aussi longtemps que tu le souhaiteras. » Maria acquiesça, regardant sa mère disparaître derrière des portes d'un blanc immaculé. Elle était encore en vie. Ils l'étaient tous les deux et cela suffisait. La maison sécurisée était un modèle de contradiction. Le luxe enveloppait la sécurité. L'élégance dissimulait la violence. Des lustres en cristal étaient suspendus au-dessus des écrans de surveillance. Les seaux en marbre brillaient sous les râteliers d'armes cachés derrière de faux panneaux. C'était le genre d'endroit où des hommes comme Ramon Ortega menaient des affaires qui n'apparaissaient jamais dans les registres ou les documents judiciaires. Maria était assise dans un fauteuil en cuir surdimensionné dans le bureau, ses pieds boueux pendant à quelques centimètres au-dessus du tapis personne. Quelqu'un lui avait apporté du thé chaud qu'elle n'avait pas touché et une couverture dont elle s'était enveloppée comme d'une armure. À travers la porte ouverte, elle pouvait voir le personnel médical s'affairer efficacement autour de sa mère dans la pièce adjacente. Ramon se tenait près de la fenêtre, le téléphone collé à l'oreille, la voix basse et maîtrisée. Victor avait disparu quelque part dans les profondeurs de la maison. Diego et Matteo restaient dehors, montant la garde comme des sentinelles silencieuses. « Oui, dit Ramon au téléphone. Discrétion totale, pas de rapport de police, pas de dossier. Une pause. Parce que je l'ai dit. » Il raccrocha et rangea son téléphone dans sa poche, reportant son attention sur Maria. La petite fille le regardait avec des yeux qui en avaient trop vu. Elle comprenait trop peu, mais faisait entièrement confiance. « Ta mère est stable, dit Ramon. Les médecins sont en train de refermer les lacérations sur ses poignets. Elle aura des cicatrices, mais elle guérira. » Maria acquiesça lentement. « Je peux la voir? » Ils auront bientôt terminé. La porte s'ouvrit brusquement. Victor entra d'un pas rapide, l'air plus sombre que d'habitude. Il tenait une tablette dans une main et la tendit à Ramon sans préambule. « Nous avons un problème. » Ramon prit l'appareil et scruta ce qui y était affiché. Sa mâchoire se crispa de manière presque imperceptible, seul signe extérieur de ce qu'il était en train d'analyser. « Montre-moi. » Victor tapota l'écran et Maria observa le visage de Ramon, tandis qu'il absorbait des informations qu'elle ne pouvait pas voir. La température de la pièce sembla baisser de plusieurs degrés. « Quand? » demanda Ramon. « Pendant que nous étions en route, Diego les a trouvés dans la clairière après notre départ. Des empreintes fraîches, il a tout photographié avant l'arrivée de l'équipe médicale. » Ramon rendit la tablette, son esprit réfléchissant déjà aux implications et aux réponses possibles. Il jeta un coup d'œil à Maria puis revint vers Victor. « Emmène-la voir sa mère. Reste avec eux, patron. » Victor comprit alors la raison de ce renvoi. Il s'agissait de protection et non de manque de respect. Il tendit la main à Maria. « Allez, ta mère te demande. » Le visage de Maria s'illumina. Elle est à peine consciente, mais elle veut te voir. La petite fille se précipita hors de la chaise et prit la main de Victor, jetant un regard en arrière vers Ramon avant de disparaître dans le couloir. Ramon attendit d'entendre la porte de la chambre d'Elena se fermer avant de parler. « Diego, appela-t-il sans élever la voix.
L'homme apparut dans l'embrasure de la porte en quelques secondes, comme s'il attendait l'appel, ce qui était le cas. Monsieur, montrez-moi tout. Diego sortit son propre téléphone et fit défiler une série de photos avec une précision méthodique. Je suis retourné sur place après avoir chargé Elena dans la voiture. Je voulais documenter la scène au cas où nous aurions besoin de preuves plus tard. Il tendit le téléphone. Ramon le prit, plissant les yeux pour étudier les images. La clairière semblait différente sur les photos, moins éthérée, plus clinique. Le chêne massif dominait le cadre, la corde pendait toujours de ses branches comme un membre sectionné, mais c'était le sol qui racontait la véritable histoire. Des empreintes de bottes, des dizaines. Certaines étaient anciennes, enfoncées dans la boue lors de l'attaque initiale, mais d'autres étaient fraîches, profondes, traversant la clairière dans un sens précis, loin de l'arbre. Elles n'étaient pas là quand nous sommes arrivés, a déclaré Ramon. Ce n'était pas une question. Non, monsieur. J'en suis certain. J'ai vérifié le périmètre lorsque nous sommes entrés. Ces traces ont été faites après notre départ. Quelqu'un est revenu. Ramon passa à l'image suivante. Un gros plan du prince avec le couteau tactique de Diego, placé à côté pour donner l'échelle. De grandes bottes, à semelles épaisses, de type militaire, le genre de bottes portées par des hommes qui s'attendent à des ennuis et s'habillent en conséquence. 4 empreintes distinctes, continua Diego. 4 hommes différents. Ils sont arrivés du nord-est, dans la même direction que celle où les assaillants initiaux s'étaient enfuis. Ils se sont arrêtés près de l'arbre, ont probablement découvert la corde coupée, puis se sont dispersés pour fouiller les lieux. Oui, monsieur, je suppose qu'ils cherchaient les corps de leurs amis. Ne les trouvant pas, ils se sont regroupés ici. Diego fit défiler les images, montrant un groupe d'empreintes près du tronc massif du chêne. Ils sont restés ici plusieurs minutes. On voit que le sol est plus remué à cet endroit, comme s'ils se disputaient. Ramon étudia l'image, son esprit tactique reconstituant la scène. 4 hommes revenant pour trouver leurs compagnons disparus. Pas de sang, pas de corps, juste une clairière vide et une corde coupée. Ils auraient des questions, et les hommes qui ont des questions prennent souvent des décisions dangereuses. Ils ont suivi notre piste, dit Ramon doucement. Diego acquiesça d'un air sombre. Ils nous ont suivis jusqu'à la route principale. J'ai trouvé Prince près de l'endroit où nous avions garé les voitures. Ils auraient vu les traces de pneus, la direction que nous avons prise. Ont-ils continué à nous suivre? On ne sait pas. J'ai perdu la piste sur l'asphalte. Mais monsieur, Diego hésita, ce qui était inhabituel pour lui. Ils savent que quelqu'un s'est interposé. Ils savent que leur opération a été compromise et ils recherchent celui qui l'a fait. Ramon rendit le téléphone, le visage figé. Combien en avons-nous laissé dans les bois? 3 confirmés. Le 4e s'est échappé lors de la confrontation initiale. Il s'est enfui avant que nous puissions le maîtriser. Description: corpulence moyenne. Portait une veste rouge. Se déplace rapidement. Matteo l'a blessé d'un tir, mais il a réussi à atteindre un véhicule dont nous ignorions la présence. Une moto tout-terrain, d'après le bruit. Ramon resta silencieux pendant un long moment, analysant les variables et calculant les risques. Le retour de 4 hommes dans la clairière signifiait que le groupe initial était plus important qu'il ne l'avait prévu. Organisé, coordonné, le genre d'équipe qui ne prenait pas les pertes à la légère. Et maintenant, ils savaient que quelqu'un était intervenu. Ils vont riposter, dit finalement Ramon. Contre qui? Ils ne se savent pas qui nous sommes. Ils savent que quelqu'un a coupé Elena. Ils savent que quelqu'un l'a emmenée. Et ils en savent assez pour revenir la chercher. Les yeux de Ramon se posèrent sur la porte fermée derrière laquelle Maria et sa mère attendaient. Ils iront dans les endroits où elle pourrait se rendre. Chez elle, à son travail, chez les gens qu'elle connaît. Elle est ici, avec nous. Elle est protégée pour l'instant. Mais nous ne pouvons pas la garder éternellement. Et ils attendront. Ramon serra les mâchoires, décidé. Non, attendre leur donnerait le temps de se regrouper, de planifier, d'appeler des renforts. Que suggères-tu? Ramon croisa le regard de Diego, et dans ce regard se lisait le calcul froid d'un homme qui avait bâti un empire sur sa capacité à prendre des décisions. Nous y retournons ce soir. Nous les trouverons avant qu'ils ne nous trouvent. Diego ne sourit pas, mais quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction traversa son visage. Je dirai à Matteo de préparer tout l'équipement. Ce ne sera pas une conversation. Compris. Alors que Diego partait,
Ramon retourna à la fenêtre, regardant les jardins soignés qui ne cachaient rien de plus sombre qu'un aménagement paysager coûteux. La forêt se souvenait de ce qui s'était passé dans son ombre. Ce soir, elle se souviendrait davantage. La cabane de chasse se trouvait à 5 kilomètres au nord-est de la clairière. Cachée derrière un mur de pins et accessible uniquement par un chemin de terre qui n'avait pas été entretenu depuis des années, c'était le genre d'endroit où les gens venaient pour disparaître par choix ou par la force. De la fumée s'échappait d'une cheminée métallique rouillée, grise contre le ciel qui s'assombrissait. Une lumière dorée s'échappait par les interstices des volets fermés. À l'intérieur, des voix s'élevaient et s'abaissaient dans une conversation animée, ponctuée de temps à autre par le bruit des bouteilles de bière que l'on ouvrait ou des meubles que l'on frappait. Ramon observait tout cela depuis les arbres, accroupi dans un silence absolu à 50 mètres de la structure. À côté de lui, Diego scrutait le périmètre à l'aide de jumelles de vision nocturne, tandis que Matteo faisait le tour pour couvrir la sortie arrière. Ils avaient laissé Victor à la planque avec des instructions strictes. Protéger Elena et Maria à tout prix. C'était un travail différent. Cela exigeait une concentration différente. 4 cibles confirmées. Diego murmura, son souffle à peine visible dans l'air froid du soir, tous armés, 2 fusils visibles. Probablement d'autres que nous ne pouvons pas voir. Ils sont agités. Beaucoup de mouvements. Beaucoup de crises. Ramon observait la cabane avec une patience prédatrice. La structure était vieille, mais solide, avec des rondins épais, peu de fenêtres, une entrée principale et une sortie arrière. Défendable si on savait qu'on allait y entrer, un piège si on ne le savait pas. Ils ont peur, observa Ramon tranquillement. Ils ont de bonnes raisons de l'être. Ils sont revenus et ont trouvé leurs amis disparus. Pas seulement partis, mais disparus. Pas de traces de sang, pas de corps, pas de preuves. C'est pire que de trouver des cadavres. Au moins, les cadavres vous donnent des réponses. À travers les interstices des volets, Ramon pouvait voir des ombres bouger, des hommes faire les 100 pas, gesticuler avec emphase. Une ombre était plus grande que les autres, dominant l'espace avec un langage corporel agressif. Le chef, probablement celui qui prenait les décisions. On pourrait les brûler, suggéra Diego. Une vieille cabane comme celle-là brûlerait vite, trop bruyant, trop visible. La fumée attirerait l'attention. Ramon ne quittait pas la structure des yeux. On entre, on contrôle la situation. On leur fait comprendre ce qui arrive quand on pend des femmes innocentes aux arbres. Diego baissa ses jumelles. Tu les veux vivants. Je veux d'abord qu'ils répondent à nos questions. Ramon ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. La voix de Matteo crépita doucement dans l'écouteur de la radio. En position. La porte arrière est sécurisée. Aucune activité de ce côté. Raoul toucha son oreillette. Attendez mon signal. Personne ne bouge, compris. Ramon vérifia son arme, un pistolet noir mat qui avait été suffisamment utilisé pour devenir comme une extension de sa main. Diego fit de même, ses mouvements automatiques et efficaces. Ils avaient déjà fait cela auparavant. Pas souvent, car Ramon préférait bâtir des empires plutôt que de démanteler de petites opérations. Mais parfois, il fallait montrer l'exemple. Parfois, la forêt exigeait du sang. À 3, dit Ramon, ils se déplacèrent comme de la fumée à travers les arbres, réduisant la distance en quelques secondes. L'approche de Ramon était directe. Pas de discrétion, pas de subtilité. Il s'avança vers la porte d'entrée et la fit voler en éclats d'un coup de pied suffisamment puissant pour arracher la moitié des vieilles charnières du cadre. La porte claqua vers l'intérieur. 4 hommes à l'intérieur se sont levés d'un bond, les mains tendues vers des armes qui n'avaient plus aucune importance à présent. Ramon a franchi le seuil, son pistolet levé et stable. Diego l'a suivi d'un pas, couvrant le côté droit de la pièce tandis que Ramon tenait le côté gauche. « Non », a dit Ramon calmement. Ce mot avait plus de poids qu'un cri. Les 4 hommes se figèrent, les mains suspendues près des fusils appuyés contre les murs ou des pistolets glissés dans leur ceinture. C'étaient des hommes rudes, au visage balafré, à l'expression endurcie, du genre à avoir passé leur vie dans des endroits où la loi n'avait pas cours. Mais ils reconnurent la mort lorsqu'elle franchit leur porte. Le plus grand des hommes, le chef, se tenait près d'une table en bois abîmée, couverte de bouteilles de bière et de ce qui ressemblait à une carte. Il avait peut-être 40 ans, une barbe épaisse et un tatouage représentant un serpent se mordant la queue sur la main gauche, le même tatouage que Maria avait décrit. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il le reconnut.
Non pas Rahman en particulier, mais le type d'homme qu'il représentait. Professionnel, calme, absolument sûr de lui. « Qui diable êtes-vous » demanda le chef, bien que sa voix fût moins convaincante que ses mots ne le suggéraient. « L'homme qui a fait descendre Helena Smith de votre arbre, » répondit Ramon d'un ton calme. La température dans la cabane a baissé. Les 4 hommes échangèrent des regards, la peur se mêlant à la confusion et à un début de compréhension. « Cela ne vous regardait pas, » dit le chef, sa main se dirigeant lentement vers le pistolet à sa hanche. L'arme de Diego bougea légèrement. Le mouvement était infime, mais impossible à manquer. La main de l'homme s'arrêta. « Vous avez pendu une femme à un arbre et laissé son enfant regarder, » continua Ramon, d'une voix toujours calme et maîtrisée. « Vous en avez fait l'affaire de tout le monde. Elle avait une dette. Envers qui? » Le chef serra les mâchoires en silence. Son regard se posa sur les 3 autres hommes, dont l'un, portant un bandana rouge autour du cou, se tenait près de la cheminée. Un autre, plus jeune, avec une cicatrice mal refermée sur la joue, était assis à la table, et un troisième, plus âgé, avec de l'argent dans la barbe, était adossé au mur du fond. Aucun d'eux ne semblait désireux de parler. « Je t'ai posé une question, » dit Ramon, et maintenant, il y avait quelque chose dans sa voix qui rendait la cabane plus petite. « À qui? »« Castellano, » cracha finalement le chef. « Victor Castellano. Elle travaillait dans son club, elle détournait de l'argent de la caisse. 3 000 $ en 6 mois. » Ramon s'occupa de l'affaire. Victor Castellano était un opérateur de niveau intermédiaire. Il dirigeait des rackets de protection et des jeux d'argent illégaux dans la partie est du territoire. Un petit joueur, mais vicieux, du genre à compenser son manque de pouvoir par une brutalité excessive. Et Castellano t'a envoyé pour faire un exemple. Il nous a envoyé pour faire passer un message. On ne vole pas la famille. La famille, répéta Ramon, et quelque chose qui ressemblait à de l'amusement effleura ses traits. Victor Castellano ne représente aucune famille que je connaisse. C'est un parasite qui se nourrit de gens qui ne peuvent pas se défendre. Et qui diable es-tu? Demanda à nouveau le chef, la colère commençant à prendre le dessus sur la peur. Ramon fit un pas en avant. Un seul. Mais cela suffit à mettre les 4 hommes en tension. Je suis celui qui va vous expliquer quelque chose très attentivement, dit Ramon. Et vous allez écouter, car votre vie dépend de votre compréhension de ce que je vais vous dire. La cabane devint complètement silencieuse, à l'exception du crépitement du feu dans la cheminée et du bruit lointain du vent dans les pins. « Vous avez commis une erreur ce soir, » continua Ramon. « Une erreur fatale. » L'homme au bandana rouge se dandina nerveusement. « Écoutez, nous ne faisions que suivre les ordres. Vous avez pendu une femme à un arbre. » La voix de Ramon trancha l'excuse comme une lame. « Vous avez terrorisé une enfant. Tu as ri pendant que tu le faisais. Comment as-tu pu... » Maria m'a tout raconté, chaque détail, chaque mot que tu as prononcé. Les hommes échangèrent des regards inquiets. Si la fille avait parlé, si elle avait survécu, si elle avait trouvé quelqu'un qui avait des ressources, le visage du chef se durcit. « Alors tu sais que nous avons été envoyés par quelqu'un de plus puissant que nous. Si vous nous tuez, Castellana viendra nous chercher. » L'expression de Ramon ne changea pas. « Qu'il vienne. » Le silence qui suivit les paroles de Ramon s'étira comme un fil trop tendu, prêt à se rompre. Le visage du chef s'assombrit, la colère luttant contre l'instinct de survie qui lui disait qu'il était au bord d'un précipice irréversible. « Vous pensez pouvoir entrer ici comme ça et j'ai déjà le fait ?» interrompit Ramon d'un ton imperturbable. « Maintenant, répondez à mes questions. Combien étiez-vous quand vous avez pendu Helena Smith? » Le chef serra les mâchoires. « Je n'ai pas à vous le dire. » L'arme de Diego se déplaça, le canon pointant désormais directement sur la poitrine de l'homme. Le message était clair. Sept. Le jeune homme avec la cicatrice lâcha, la voix cassée. Nous étions 7 au total. Le chef lui lança un regard meurtrier, mais le mal était fait. Les yeux de Ramon se posèrent sur le jeune homme. Les noms, je ne les connais pas tous. Si tu les connais. Le jeune homme déglutit bruyamment, sa pomme d'Adam bougeante. Il regarda ses compagnons, ne vit aucun soutien venir et estima que coopérer pourrait lui faire gagner quelques minutes qu'il n'aurait pas autrement. « Moi, c'est Tommy. Lui, c'est Jake. » Il fit un signe de tête en direction du chef. « Le rouquin, c'est Chris. Le vieux, c'est Pete. Les 3 qui ne sont pas là, c'est Vic, Danny et Mitch. »« Où sont Vic, Danny et Mitch? » demanda Ramon, même s'il connaissait déjà la réponse.
Silence. Lourd et accablant. Ils ne sont pas revenus de la forêt, finit par dire Jake d'une voix tendue. Tu le sais déjà. Quoi que tu leur aies fait, ils ont eu exactement ce qu'ils méritaient, dit simplement Ramon. La même pitié qu'ils ont montrée à Elena Smith, c'est-à-dire aucune, ajouta Diego derrière lui. La main de Jake se tendit à nouveau vers son arme. C'était plus un réflexe qu'une stratégie, le mouvement désespéré d'un animal acculé. Mais Ramon fut plus rapide que l'instinct, son pistolet cria une fois, le son assourdissant dans l'espace clos. La balle s'écrasa dans la table en bois à 6 centimètres de la main de Jake, projetant des éclats de bois. Tout le monde se figea. La prochaine ne manquera pas sa cible, dit Ramon calmement, comme s'il s'était simplement éclairci la gorge au lieu de tirer avec une arme. Asseyez-vous tous, un instant. Personne ne bougea. Puis Pete, l'homme plus âgé contre le mur, s'assit lentement sur une chaise près de la cheminée. Tommy suivit, les mains légèrement levées en signe de reddition. Chris, avec son bandana rouge, hésita, mais finit par s'asseoir sur un tabouret près de la fenêtre. Jake resta debout, le défi inscrit sur son visage, même si la peur transparaissait dans ses yeux. « Asseyez-vous, » répéta Ramon. « Sinon quoi? Vous allez me tuer? Vous allez le faire de toute façon. » Peut-être, mais en vous asseyant, vous aurez quelques minutes supplémentaires pour me convaincre de ne pas le faire. Le rire de Jake était amer et sans humour. Tu n'es pas ici pour discuter. Tu es ici pour régler les derniers détails. Je suis ici, dit Ramon, parce qu'une petite fille a couru pieds nus sur une route, suppliant quelqu'un de sauver sa mère. Et quand j'ai trouvé cette mère pendue à un arbre, la corde lui coupant les poignets, j'ai pris une décision sur le genre d'homme qui mérite de s'éloigner de ce moment. Il fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Vous n'êtes pas de ces hommes. La cabane redevint silencieuse, à l'exception du crépitement du feu. Dehors, l'obscurité avait complètement envahi la forêt. La voix de Matteo murmura dans l'oreillette de Ramon. Toujours clair de mon côté, aucun mouvement, Jake s'est finalement assis, mais sa posture restait rigide, crispée. Castellano nous a donné des ordres. Nous les avons suivis. C'est ainsi que fonctionne ce monde. Suivre des ordres ne vous dispense pas de faire des choix, répondit Ramon. Vous auriez pu transmettre le message de 100 façons différentes. Mais tu as choisi la plus cruelle. Tu as choisi la terreur. Tu as choisi de faire regarder à une enfant sa mère souffrir. Elle devait s'en souvenir, rétorqua Jake. C'est tout l'intérêt d'un message, le rendre mémorable, le faire marquer les esprits. Alors ça restera gravé dans les esprits, dit Ramon calmement. Que va-t-il se passer ensuite? Ce sera le message qui restera. Chris prit la parole depuis sa position près de la fenêtre, la voix légèrement tremblante. Écoute, mec, on ne savait pas que quelqu'un s'en soucierait. Elena Smith n'est personne. C'est une serveuse qui est devenue cupide. Dans notre monde, cela a des conséquences. Dans mon monde, dit Ramon, pendre des femmes aux arbres a aussi des conséquences. Tommy, le plus jeune, ne pouvait plus rester silencieux. Nous sommes désolés. D'accord, nous partirons. Nous dirons à Castellano que le travail est fait, qu'elle est morte. Tout ce que vous voulez, nous disparaîtrons. Vous ne nous reverrez plus jamais. Diego émit un son qui aurait pu être un rire s'il avait contenu un peu de chaleur. Ramon observa Tommy pendant un long moment. Le gamin avait peut-être 25 ans. Il avait encore dans les yeux une peur qui n'avait pas été complètement remplacée par l'insensibilité qui caractérisait les autres. Mais il avait été là, il avait participé. Le regret n'était pas la même chose que l'innocence. Elena Smith est en vie, dit Ramon. Sa fille est en vie. Elles sont sous ma protection maintenant. Ce qui signifie que le message que Castellana voulait faire passer est complètement échoué. Le visage de Jake se tordit de rage. Alors il enverra quelqu'un d'autre. Tu penses que protéger 2 inconnus vaut la peine de déclencher une guerre? Je ne déclenche pas les guerres, répondit Ramon. Je les termine. Il sortit son téléphone de sa main libre, tout en gardant son arme braquée sur Jake. Après quelques clics rapides, il tourna l'écran pour que les hommes puissent le voir. C'était une photo. Une image granuleuse prise par une caméra de sécurité montrant Victor Castellano entrant dans un restaurant du centre-ville. Elle datait de 3 heures. Ton patron ne sait pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Ramon dit qu'il ne sait pas que tu as échoué. Il ne sait pas que je suis impliqué pour le moment. Il est en train de dîner, de faire des projets, sans se douter que son opération est sur le point de s'effondrer.
Tu ne peux pas toucher Castellano, dit Jake, mais sa voix avait perdu de sa conviction. Il a des relations, des gens qui le protègent. Tout le monde a des relations jusqu'à ce qu'il n'en ait plus, l'interrompit Ramon. Tout le monde se sent intouchable jusqu'à ce que quelqu'un le touche. Il rangea le téléphone dans sa poche et se redressa. Voici ce qui va se passer. Je vais te donner le choix, ce qui est plus que ce que tu as donné à Elena Smith. Les 4 hommes attendirent, retenant leur souffle. Option numéro 1. Vous me dites tout sur les activités de Castellano. Où il opère, avec qui il travaille, où il cache son argent, qui le protège. Vous me donnez tous les détails et peut-être, vous sortirez d'ici vivant. Une option aussi, demanda Pete depuis la cheminée. L'expression de Ramon ne changea pas. Il n'y a pas d'option aussi. Jake rit amèrement. Donc, ce n'est pas vraiment un choix. C'est plus un choix que celui que vous avez laissé à une femme qui suppliait pour sa vie sous les yeux de sa fille. La vérité de cette affirmation frappa comme un coup physique. Même Chris détourna le regard, la honte ou quelque chose qui y ressemblait se reflétant sur son visage. Les horloges tournent, dit Diego doucement. Tommy craqua le premier. Castellano opère depuis le Paradise Club sur la 7e. Il possède un entrepôt dans la zone industrielle où il organise des parties de cartes. « Et tais-toi », rugit Jake en se levant brusquement. L'âme de Ramon se posa instantanément sur lui. « Assieds-toi. Nous sommes morts de toute façon. Tu ne comprends pas? Si nous parlons, Castellano nous tue. Si nous ne parlons pas, tu nous tues. Il n'y a pas d'issue. Il y a toujours une issue, dit Ramon. Parfois, elle est juste plus étroite que tu ne le souhaiterais. » L'aube se levait lorsque Ramon retourna à la planque, peignant le ciel de nuances dorées et roses, qui semblaient presque obscènes après le travail de la nuit. Diego conduisait tandis que Matteo était assis à l'arrière, nettoyant son arme avec une précision méthodique. Aucun d'eux ne parlait. Il n'y avait plus rien à dire. La cabane dans les bois n'accueillerait plus jamais de voix. La forêt avait retrouvé son silence, et 4 hommes qui se croyaient intouchables avaient appris la dernière leçon sur les conséquences. Ramon avait fait son choix, le même choix qu'il faisait toujours lorsque la miséricorde et la justice se trouvaient de part et d'autre d'une ligne. Certaines lignes ne devaient pas être franchies. Victor les accueillit à la porte, l'expression neutre, mais les yeux posant des questions que sa bouche ne formulerait pas devant les autres. Ramon fit un léger signe de tête suffisant pour indiquer que tout ce qui devait être fait avait été fait. Rien de plus. « La situation ?» demanda Ramon à voix basse. Elena est réveillée, lucide, elle demande des nouvelles de sa fille. Victor marqua une pause et demanda des nouvelles de vous. Ramon retira sa veste de costume, remarquant la saleté sur les manches et une petite déchirure près de l'épaule. Il la tendit à Diego qui disparut pour la jeter comme il se doit. Certaines preuves n'avaient pas besoin d'exister. Maria, endormie dans le fauteuil à côté du lit de sa mère, refusait de partir. « Elle n'est pas partie depuis votre départ. » Ramon acquiesça et traversa l'élégant couloir en direction de l'aile médicale. Ses pas étaient silencieux sur le sol en marbre. Des années de pratique avaient fait de la discrétion un réflexe. Il s'arrêta devant la porte entr'ouverte et observa avant d'entrer. Elena Smith était allongée, appuyée contre des oreillers, les poignets enveloppés de bandages blancs immaculés qui contrastaient fortement avec sa peau pâle. Une perfusion intraveineuse était branchée dans son bras gauche. Ses cheveux noirs avaient été lavés et tressés par un membre du personnel médical. Elle semblait fragile, mais vivante, indéniablement vivante. Maria dormait recroquevillée dans le fauteuil surdimensionné à côté du lit. La veste de costume de Victor était toujours drapée sur son petit corps comme une couverture. Son visage était paisible dans son sommeil. La terreur avait enfin quitté ses traits. Une main s'étendait à travers le petit espace entre le fauteuil et le lit. Ses doigts s'entrelacèrent avec ceux de sa mère. Les yeux d'Elena se posèrent sur Raoné dans l'embrasure de la porte. Elle ne broncha pas, ne détourna pas le regard, se contentant de l'observer avec une intensité qui suggérait qu'elle essayait de concilier l'homme qui lui avait sauvé la vie avec le type d'homme capable de commettre de tels actes. Ramon entra silencieusement, refermant la porte derrière lui mais sans la verrouiller. « Ne vous enfermez jamais dans une pièce sans issue. Monsieur Ortega. » La voix d'Elena était calme. « Madame Smith, juste Elena. » Une pause. « Maria m'a raconté ce qui s'était passé, ce que vous avez fait, ce que vous faites. » Ramon s'approcha de la fenêtre, gardant ses distances,
assez près pour entendre, assez loin pour lui laisser de l'espace. Elle n'aurait pas dû avoir à vous dire quoi que ce soit. C'est une enfant. C'est mon enfant. Et elle m'a sauvé la vie en courant vers vous. Elle vous a sauvé la vie en ayant le courage de demander de l'aide. Je me trouvais juste là par hasard. Elena émit un son qui aurait pu être un rire s'il n'avait pas été si douloureux. Vous ne me semblez pas être un homme qui se trouve quelque part par hasard. Ramon ne le nia pas. La vérité était compliquée. Il revenait d'une réunion dans le territoire du Nord, empruntant des routes secondaires pour éviter le trafic et ne pas attirer l'attention. Le brouillard, la route déserte, le timing, c'était peut-être le destin, ou peut-être simplement une question de mathématiques. Il ne croyait pas à la providence, mais il reconnaissait la probabilité. Les hommes qui t'ont fait du mal ne reviendront pas, dit simplement Ramon. Les yeux d'Elena scrutèrent son visage. Parce qu'ils sont morts, ce n'était pas une question. Ramon ne confirma ni ne nia. Le silence était une réponse suffisante. Bien, murmura Elena, et il y avait de l'acier sous la fragilité. J'espère qu'ils ont souffert, qu'ils ont compris leur erreur avant de la fin. Elena acquiesça lentement, digérant cette information. Ses doigts se resserrèrent autour de la main de Maria, geste inconscient d'une mère qui avait failli tout perdre. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle. Maria répondit, « Nous sommes sous votre protection. » « Mais protection contre quoi? Si ces hommes ont disparu, c'est qu'ils travaillaient pour quelqu'un, Victor Castellano. Il les a envoyés pour faire de vous un exemple à cause d'une dette qu'il prétendait que vous aviez. » Elena pâlit. « 3 000 $. Je ne les ai pas volés. J'ai manqué 3 fois dans la caisse. Et il a qualifié cela de vol. Je lui ai proposé de le rembourser en faisant des heures supplémentaires. N'importe quoi. Mais il a dit qu'il fallait faire un exemple. Castellano ne fera plus d'exemple. Tu vas encore t'en prendre à lui. Ce n'est pas une question. Je vais avoir une conversation avec lui pour qu'il reconsidère ses pratiques commerciales. Ce n'est pas une conversation. C'est... Elena s'arrêta, regardant le visage endormi de sa fille. Maria et moi serons-nous en sécurité? Oui. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce que je suis très doué pour m'en assurer. Elena l'observa longuement. Cet homme dangereux, vêtu de vêtements coûteux, qui était sorti du brouillard comme un personnage d'un conte de fées sombre. Un monstre qui les avait sauvés d'autres monstres. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement. « Pourquoi nous aider? Vous ne nous connaissez pas. Nous ne sommes rien pour vous. » Ramon resta silencieux, réfléchissant à la réponse à donner à une question qu'il s'était posée pendant le trajet du retour. Pourquoi s'était-il arrêté? Pourquoi avait-il agi sans hésiter? Il avait bâti un empire sur des décisions calculées, un pragmatisme froid, une réflexion stratégique. La pitié ne faisait pas partie de cette architecture. Mais ensuite, il avait vu le visage de Maria. La terreur, l'espoir, la foi désespérée que quelqu'un, n'importe qui, se soucierait suffisamment d'elle pour agir. « Ma sœur avait 8 ans quand elle est morte, » dit Ramon doucement. Ces mots le surprirent autant qu'Elena. Il parlait rarement de Sofia, jamais à des étrangers. Quelqu'un l'avait entendu, et personne ne les avait arrêtés parce que personne ne pensait qu'une pauvre fille venue de nulle part valait la peine de prendre des risques. L'expression d'Elena changea, la compréhension florissant dans ses yeux. « J'avais 14 ans, continua Ramon. Trop jeune pour faire quoi que ce soit, trop faible pour compter. Je me suis juré que si jamais j'avais du pouvoir, je l'utiliserais différemment. Que si je voyais quelqu'un se faire maltraiter, quelqu'un sans défense, je serais celui qui mettrait fin à cela. Et tu as tenu cette promesse. » Quand je peux, Maria remua légèrement dans son sommeil, murmurant quelque chose d'incompréhensible avant de se rendormir. Les 2 adultes la regardaient. Cette enfance avait survécu à un cauchemar et porterait ses cicatrices pour toujours. « Merci, murmura Elena, pour vous être arrêté, pour avoir écouté, pour... » Sa voix se brisa. « Pour lui avoir rendu sa mère. » Ramon acquiesça d'un signe de tête, mal à l'aise face à tant de gratitude. Ce n'était pas pour cela qu'il avait agi. Les résultats comptaient plus que la reconnaissance. « Vous resterez ici jusqu'à ce que vous soyez guéri, » dit-il, revenant aux questions pratiques. « Mes hommes vous trouveront un nouveau logement, loin du réseau de Castellano. De nouveaux papiers d'identité si nécessaire, un nouveau départ. Nous n'en avons pas les moyens. C'est réglé, Monsieur Ortega. C'est réglé, répéta-t-il fermement. Considérez cela comme un paiement pour les informations.
Vous avez travaillé dans le club de Castellano. Vous connaissez ses activités, ses habitudes, ses faiblesses. Ce sont des renseignements précieux. Elena comprit ce qu'il faisait. Il lui donnait un moyen d'accepter de l'aide sans charité, en préservant sa dignité tout en assurant sa sécurité. Elle acquiesça lentement. Je vous dirai tout ce que je sais. Plus tard, reposez-vous, soignez-vous. Ramon se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Elena, que vous est-il arrivé? Ce n'était pas votre faute, vous ne méritiez pas cela, et les hommes responsables ne feront plus de mal à personne. À cause de vous. Parce qu'ils ont fait le mauvais choix, il partit avant qu'elle n'ait pu répondre, refermant doucement la porte derrière lui. Victor attendait dans le couloir, les bras croisés, le visage impassible. Castellano? Demanda Victor. Demain soir, je veux une surveillance totale, un planning complet, toutes les personnes qu'il rencontre. Quand je lui rendrai visite, je veux qu'il soit isolé. Compris? Victor hésita. Patron, la nouvelle de la cabane va se répandre. Laissez faire. 3 jours passèrent dans la maison sécurisée comme si le temps était suspendu. Elena reprit des forces, ses couleurs revinrent, le tremblement de ses mains s'atténua progressivement. Les médecins réduisirent ses analgésiques, l'encouragèrent à marcher sur de courtes distances et vérifièrent la cicatrisation de ses blessures en hochant la tête avec satisfaction. Maria ne s'éloignait jamais de sa mère. Elle se réveillait en sursaut après des cauchemars, haletante, cherchant à tâtons dans l'obscurité jusqu'à ce que ses doigts trouvent la main d'Elena. Elle reprenait alors sa respiration, se rappelait qu'elle était en sécurité et se rendormait. Raoné venait 2 fois par jour, le matin et le soir, pour de brèves visites qui ne duraient pas plus de 5 minutes. Il s'enquérait de la guérison d'Elena, s'assurait que Maria avait tout ce dont elle avait besoin, puis disparaissait pour vaquer à ses occupations quotidiennes. Il ne restait jamais assez longtemps pour créer un sentiment de confort, ne laissait jamais la familiarité atténuer la distance nécessaire entre le sauveur et la sauvée. Le 3e soir, Elena demanda à lui parler en privé. Victor emmena Maria dans la cuisine pour dîner, laissant la mère et le bienfaiteur potentiel seuls dans la salle médicale qui était devenue le monde temporaire d'Elena. Elle était maintenant assise sans aide, ses poignets bandés reposant sur ses genoux, comme des drapeaux blancs de capitulation face à des circonstances indépendantes de sa volonté. « J'ai dit à Victor tout ce que je sais sur Castellano », dit Elena sans préambule. Son emploi du temps, ses contacts, les personnes qu'il paye, les endroits où il se sent le plus en sécurité, tout. Ramon acquiesça. « Je sais. Victor m'a mis au courant. Alors tu as tout ce qu'il te faut. Tu n'as plus besoin de nous. » Ce n'était pas une accusation, juste un constat. Une femme qui avait appris que l'utilité déterminait souvent la valeur. « Tu n'es pas ici parce que tu es utile, » répondit Ramon doucement. « Tu es ici parce que tu guéris. Nous ne pouvons pas rester éternellement. Ce n'est pas notre monde. Nous n'avons pas notre place dans des endroits avec des sols en marbre et des gardes armés. » Et Elena fit un geste vague vers le luxe qui les entourait. « Ici? Où est-ce votre place? » La question sembla la prendre au dépourvu. « Je ne sais plus. Pas dans mon ancien appartement. Castellano sait où il se trouve. Pas au restaurant. Même problème. Je ne me sens en sécurité nulle part maintenant. C'est pourquoi vous irez ailleurs, un endroit où l'influence de Castellano ne s'étend pas. Et comment vivre? Je suis serveuse, j'ai un diplôme d'études secondaires et une fille à nourrir. Pour prendre un nouveau départ, il faut de l'argent, et je n'en ai pas. » Ramon avait anticipé cette conversation. « Victor t'a trouvé un emploi, un poste de responsable dans un restaurant. Bon salaire, avantages sociaux. C'est à 3 heures au nord, une petite ville, calme. L'inscription de Maria à l'école est réglée. Le premier et le dernier mois de loyer d'un appartement sont payés. » Elena le fixa du regard. « Pourquoi fais-tu cela? Parce que te laisser survivre pour que tu continues à lutter, ce n'est pas vraiment te sauver, mais nous sommes des étrangers. Tu ne nous dois rien. » « Je ne pense pas en termes de dette, » l'interrompit Ramon. « Je pense en termes d'achèvement. J'ai commencé quelque chose quand je t'ai descendu de cet arbre. C'est ainsi que cela se termine. » Les yeux d'Elena brillaient, mais aucune larme ne coula. Elle avait assez pleuré pour toute une vie ces derniers jours. Et Castellano, s'il découvre que nous sommes en vie, s'il découvre que vous êtes impliqués, il ne trouvera rien. La certitude dans la voix de Ramon fit hésiter Elena. « Vous allez vraiment...
Je vais avoir une conversation avec lui pour lui faire reconsidérer ses priorités. Ce qui se passera après cette conversation dépendra entièrement de sa capacité à écouter. Maria m'a demandé si vous étiez un homme bon ou un homme mauvais. La voix d'Elena était douce, contemplative. Je ne savais pas quoi répondre. Que lui as-tu dit? Que tu étais l'homme qui nous avait sauvés. Que parfois, c'est tout ce qui compte. Ramon réfléchit. Le bien et le mal étaient des notions abstraites pour les personnes qui avaient le luxe d'être loin de la violence. Il avait cessé de croire aux catégories morales simples le jour où Sophia était morte. Désormais, il croyait en l'action et ses conséquences, en la cause et l'effet. Ta fille est courageuse, dit-il finalement. Elle a couru vers le danger pour te sauver. Ce genre de courage est rare. Elle n'aurait pas dû avoir besoin d'être courageuse. Elle devrait se soucier de ses devoirs, de ses amis et des problèmes normaux d'une enfant de 8 ans. La voix d'Elena se brisa légèrement. Je l'ai laissé tomber. Tu as survécu. Ce n'est pas un échec. Je l'ai mise dans cette situation. C'est ma dette. Mes choix. Les choix de Castellano, corrigea Ramon fermement. Sa décision d'escalader. Son ordre de faire un exemple. Tu ne t'es pas pendu à cet arbre. Tu n'as pas traumatisé ta fille. C'est lui qui l'a fait. Elena absorba ses paroles, voulant y croire. Ouais, c'était là. En luttant contre le poids de la culpabilité maternelle, qui lui disait qu'elle aurait dû protéger Maria pour qu'elle ne voie jamais une telle horreur. Quand partons-nous? Demanda-t-elle doucement. Quand tu seras prête. Dans quelques jours, peut-être. Les médecins veulent s'assurer qu'il n'y a pas d'infection, que tu peux te débrouiller sans surveillance quotidienne. Et puis nous disparaîtrons. Nous recommencerons comme si rien ne s'était passé. Tu n'oublies pas. Tu ne fais pas semblant que cela ne s'est pas produit, mais tu construis quelque chose de nouveau malgré tout. C'est ça, survivre. Le rire de Maria flottait depuis la cuisine, sincère, joyeux. Le son d'une enfant qui se souvient comment être une enfant. Les deux adultes se tournèrent vers Villers comme des plantes cherchant le soleil. Elle aime Victor, dit Elena avec un sourire fantomatique. Elle le suit partout en lui posant des questions. Il est étonnamment patient avec elle. Victor a des enfants, 2 filles. Il comprend. Comprend-il ce que tu fais? Ce que tu es? Ramon croisa son regard. Il comprend que le monde a ses zones d'ombre et que parfois, la seule chose qui arrête les monstres, c'est quelqu'un prêt à être encore plus monstrueux. Est-ce que c'est ce que tu es? Un monstre? Je suis ce que je dois être. Elena l'étudia. Cet homme énigmatique qui avait fait irruption dans sa vie au pire moment et qui était devenu d'une manière ou d'une autre le pivot autour duquel tournait sa survie. Elle voulait le comprendre, le classer, donner un sens à quelqu'un qui existait en dehors de la morale conventionnelle. Mais peut-être que comprendre n'était pas nécessaire. Peut-être que l'acceptation suffisait. Merci, dit-elle simplement. Quoi que vous soyez, quoi qu'il arrive ensuite, merci de vous être arrêté. Merci d'avoir écouté ma fille alors que vous auriez pu simplement partir. Ramon se leva, prêt à partir. Il était resté plus longtemps que prévu, avait laissé la conversation s'éterniser plus qu'il n'aurait dû. L'attachement compliquait les choses, la distance permettait de garder les choses claires. Maria s'est enfuie vers moi parce qu'elle n'avait pas d'autre choix, dit-il. Mais elle a eu raison de se fier à son instinct. Certaines personnes méritent d'être sauvées et certaines personnes méritent que l'on prenne le risque de les sauver. Ramon s'arrêta à la porte. Oui, il partit avant qu'Elena n'ait pu répondre, avant que la gratitude ne se transforme en attente, avant que la miséricorde ne se transforme en relation. Dans le couloir, Maria faillit entrer en collision avec lui. Victor la suivait, l'air désolé. Monsieur Ortega. Le visage de Maria s'illumina d'une joie simple. Victor m'a appris un jeu de cartes. J'ai gagné 3 fois. Il t'a probablement laissé gagner. Non, protesta Maria, puis elle regarda Victor d'un air incertain, qui restait parfaitement neutre. Ramon faillit sourire. Faillit. Au lieu de cela, il posa brièvement une main sur l'épaule de Maria, le geste le plus proche de l'affection qu'il s'autorisait. « Prends soin de ta mère, dit-il. Je le ferai. Tu pars pour l'instant, mais tu reviendras. » Ramon regarda cette enfant courageuse et traumatisée qui avait couru à travers le brouillard et la terreur pour sauver sa mère, qui avait placé sa confiance dans la miséricorde d'un étranger et qui avait eu raison. « Je reviendrai, promit-il. C'était plus que ce qu'il donnait habituellement, plus qu'il n'aurait dû donner. Mais certaines promesses, une fois faites, ne pouvaient être annulées.
La route forestière semblait différente à la lumière du jour. Moins sinistre, moins surnaturel, juste une bande d'asphalte traversant des arbres ordinaires sous un ciel ordinaire. Le brouillard s'était dissipé, laissant tout net et clair, et étrangement décevant dans sa normalité. Ramon se tenait à côté de sa Mercedes, le moteur tournant doucement derrière lui. Diego et Matteo attendaient dans la voiture, lui laissant un moment seul. Victor était resté au refuge avec Elena et Maria, assurant la sécurité qui était devenue une routine au cours de la semaine écoulée. Une semaine, c'était tout ce qui s'était écoulé depuis qu'une petite fille était sortie de la brume et avait changé le cours de plusieurs vies avec 4 mots désespérés. Ils ont pendu ma mère à un arbre. Ramon regarda vers la lisière de la forêt où ils étaient entrés ce matin-là. Le sentier était toujours là si l'on savait où regarder, toujours marqué par des broussailles soulevées et des branches cassées, mais la nature était déjà en train de le reconquérir, effaçant toute trace de ce qui s'était passé. La forêt gardait ses secrets. Victor Castellano garderait désormais les siens pour toujours. La conversation que Ramon avait promise avait eu lieu 2 nuits auparavant dans l'arrière-salle du Paradise Club. Elle avait été brève, directe, et s'était conclue par la compréhension exacte de Castellano quant à la manière dont son opération allait changer à l'avenir, ou plutôt comment elle allait prendre fin. Le club était désormais fermé, frissonnant et silencieux. Le réseau de Castellano s'était effondré comme un château de cartes sans sa main pour le maintenir. Les personnes qui l'avaient terrorisé célébraient discrètement leur libération. Les autorités ne posèrent aucune question sur sa disparition soudaine. Certaines absences amélioraient les quartiers. Maria et Elena partaient aujourd'hui. Victor les conduirait à leur nouvelle maison, les aiderait à s'installer et s'assurerait qu'elles avaient tout ce dont elles avaient besoin pour recommencer. Ramon ne serait pas là pour les adieux. Les adieux créaient des attachements et les attachements créaient des complications. Il avait dit ce qu'il fallait dire. Le reste n'était qu'exécution. Son téléphone vibra. Un message de Victor. Il te demande. Ramon répondit par écrit. Dis-leur que j'avais des affaires à régler. Dis-leur de faire attention. Une pause. Puis Maria te remercie. Elena dit, elle dit qu'elle n'oubliera jamais. Ramon rangea son téléphone sans répondre. La mémoire était inévitable. Les gens n'oubliaient pas les moments qui les avaient brisés ou sauvés. Elena et Maria porteraient cette expérience à jamais. Le traumatisme et le sauvetage, l'horreur et la miséricorde, étaient si intimement liés qu'ils ne pourraient jamais être complètement séparés l'un de l'autre. C'était le poids de la survie. On portait tout avec soi. Une deuxième voiture s'arrêta derrière la Mercedes de Ramon, une berline sans inscription conduite par l'un de ses associés. La femme au volant hocha respectueusement la tête. Elle avait été briefée et connaissait sa mission. Surveiller la route. Surveiller toute personne manifestant un intérêt inhabituel pour la région. Signaler tout élément suspect. La forêt serait surveillée pendant le mois suivant par mesure de sécurité. Ramon retourna à sa voiture et se glissa sur la banquette arrière. Diego croisa son regard dans le rétroviseur. Retour à la ville, patron? Oui. La Mercedes démarra en douceur, laissant derrière elle la route forestière. Raoné la regarda s'éloigner à travers la lunette arrière, cette portion d'asphalte où tout avait changé et où rien n'avait changé. Il avait sauvé 2 vies, en avait mis fin à plusieurs autres, démantelé une petite organisation criminelle, créé un vide de pouvoir mineur que quelqu'un allait inévitablement tenter de combler. Le monde continuait de tourner. La fille s'en sortira, dit Diego doucement. Ce n'était pas une question, mais pas tout à fait une affirmation non plus. Elle est forte, plus forte qu'elle ne devrait l'être, comme quelqu'un d'autre que je connais. Raoné ne répondit pas. Les comparaisons entre son enfance et celle de Maria étaient inévitables, mais imparfaites. Il n'avait personne vers qui se tourner lorsque Sofia était morte. Aucun étranger n'était sorti du brouillard pour lui offrir sa miséricorde et sa protection. Il était seul. Maria ne l'était pas. Cela faisait toute la différence. La ville apparut à l'horizon. De l'acier, du verre et 1000 complications attendaient l'attention de Ramon. Les affaires ne s'arrêtaient pas pour des actes de miséricorde. Les empires nécessitaient un entretien constant. Les gens dépendaient de ses décisions, de son autorité, de sa volonté de faire ce que les autres ne pouvaient pas faire. Mais alors que la Mercedes s'insérait dans la circulation et que la forêt disparaissait complètement derrière eux, Ramon sentit quelque chose d'inhabituel s'installer dans sa poitrine, pas tout à fait de la satisfaction, pas tout à fait de la paix,
quelque chose qui se rapprochait des deux. Il avait tenu la promesse faite à son moi de 14 ans. Quand il avait vu quelqu'un d'indéfendable se faire blesser, quelqu'un qui comptait, même si le monde prétendait le contraire, il était intervenu. Sophia ne le saurait jamais, mais d'une certaine manière, le fait qu'il ait essayé comptait quand même. Son téléphone vibra à nouveau, cette fois-ci avec une photo de Victor. Maria et Elena se tenaient devant leur nouvel immeuble. Maria souriait largement tandis qu'Elena souriait avec un espoir timide. La petite fille tenait un morceau de papier sur lequel étaient écrites de grandes lettres soignées. « Merci, Monsieur Ortega. » Ramon fixa l'image pendant un long moment, puis l'enregistra dans son téléphone et éteignit l'appareil. Certains moments n'avaient pas besoin de réponse. Ils avaient juste besoin d'exister. « Diego, » dit Ramon doucement. « Oui, patron. Si quelqu'un demande ce qui s'est passé sur cette route forestière, il ne s'est rien passé. Nous n'avons jamais été là. » Bien. La Mercedes les emmena plus loin dans la ville, de retour dans le monde des manœuvres calculées et de la violence contrôlée, du pouvoir maintenu par la réputation et la brutalité stratégique. Ramon redeviendrait ce qu'il avait toujours été, un homme craint, respecté et soigneusement évité par toute personne sensée. Mais quelque part, à 3 heures au nord, une petite fille grandirait en sachant qu'une fois, quand cela comptait le plus, un dangereux inconnu avait choisi la clémence plutôt que la commodité, et que sa mère vivrait pour la voir grandir. Cela suffisait. La route forestière derrière eux était désormais vide, attendant le prochain voyageur, la prochaine histoire. Le chêne était toujours là, ses branches largement déployées. Les marques de cordes étaient encore visibles si l'on regardait de près. Mais l'horreur avait disparu. La cruauté avait reçu sa réponse. L'équilibre, aussi imparfait fût-il, avait été rétabli. La route se souvenait de tout. Elle s'en souviendrait toujours. Mais la mémoire sans conséquence n'était que de l'histoire. Et l'histoire, Ramon le savait, appartenait à ceux qui survivaient assez longtemps pour l'écrire. Elena et Maria Smith avaient survécu. C'était la seule histoire qui comptait. Merci d'être resté avec cette histoire jusqu'à la fin. C'est grâce à vous que ces histoires prennent vie. Si vous êtes prêt pour un autre voyage intense, il vous suffit de cliquer sur la vidéo suivante sur votre écran. Et avant de partir, laissez un petit commentaire et notez cette histoire de 1 à 10. Je suis impatient de connaître votre avis et d'échanger avec vous.